Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Sergino Lekosu, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour Roland, bonjour à tous les amis téléspectateurs. Merci donc pour votre présence sur ce plateau. Nous allons démarrer donc par Fraternité. Oui, cette affaire de vol, de cambriolage, le matinal en a parlé. Démarrons par là, cambriolage dans donc nos tribunaux 2000. Le journal en a parlé, oui, quelque part. Est-ce que c'est le matinal Fraternité qui en parle. La sécurité est un enjeu primordial. Protection des cours et tribunaux. Le procureur, je peux dire ça, non? Procureur, c'est ça, le président de la cour d'appel, Benham Mentor, appelle à ce qu'on sécurise un peu plus parce qu'on nous parle de énième cambriolage. Pourquoi les gens vont cambrioler la cour d'appel de Cotonou alors qu'il y a des forces de sécurité sur place, Laurent? J'ai lu cette information, cette information hier avec beaucoup de déception. Parce que je ne peux pas comprendre que dans une cour d'appel, on parle de cambriolage. Si les voleurs ont eu la possibilité d'aller cambrioler un tribunal, cela suppose que les citoyens ne sont pas en sécurité. C'est tout simple. Et là, ça veut dire que chaque Béninois doit pouvoir prendre la mesure des choses et se sécuriser davantage. Parce que quand on parle de tribunal, quand même, le voleur qui va là-bas, c'est qu'il a affaire au magistrat. Et donc, si jamais il l'arrête, c'est que sa peine sera assez lourde. Mais si le voleur a eu le courage, comme on le dit, l'outrecuidance d'aller cambrioler une cour d'appel à un tribunal, et que, parce que le président du tribunal l'aurait dit, il y avait des militaires qui sont là pour assurer la sécurité, ça veut dire que les citoyens doivent pouvoir davantage réfléchir et se prendre en charge, plutôt que d'espérer qu'on va les sécuriser. En fait, ça n'honore même pas la défense nationale, ça n'honore pas la police nationale, ça n'honore pas les ministères de la défense de l'intérieur. Et encore, ce qui est encore pire, le tribunal, ce qui a été cambriolé est à 2 pas de la présidence de la République. Oui. À 2 pas de la présidence de la République. Et souvent, des policiers sont dans le feu, en face de la cour d'appel, là. Bon, c'est préférable qu'on me dira que la nuit, ils ne sont pas là. Mais je crois que cette information, j'étais à la place, certainement que je n'allais pas mettre ça sur la place publique. Parce que ça n'honore même pas le pouvoir en place. Qu'on nous dise que des gens sont allés. Et on parle même pas, c'est pas la première fois, on parle encore d'énième. Énième, oui. Ça veut dire que... Il y a quelques mois, on avait appris qu'il y a eu cambriolage également. Donc, il y a un problème. Soit alors, il y a des complicités à des niveaux. Ah oui. Parce que qu'on ne nous dise pas que les gens viennent pour voler, n'importe comment. On dit, j'ai lu l'info, on dit, ils ont fouillé tous les bureaux. Wow. Oui, c'est ce que j'ai lu. Ils ont fouillé tous les bureaux. Ça veut dire que quelque part, alors, il y a peut-être aussi des complicités. Parce que le voleur qui vient dans une cour d'appel, dans un tribunal, pour voler, et qui a le courage, qui a la capacité, la possibilité de parcourir tous les bureaux pour fouiller, je ne sais pas ce qu'il recherche, mais qui a eu le temps de fouiller les bureaux avant de partir, ça veut dire que quelque part, c'est comme on dit en fond, même le même quoi. Il y a quelqu'un certainement qui maîtrise. Autrement, ça veut dire que autant qu'ils sont coupables. Et s'il a fouillé tous les bureaux, ça veut dire qu'il n'a pas encore trouvé ce qu'il recherche. Pourquoi? Oui, mais si je fouille un bureau, 1, 2, il s'en va, je comprendrai. Le temps qu'il a pris pour fouiller beaucoup de bureaux, quand même, il y a une complicité. Excusez beaucoup, mais je ne suis pas de la police judiciaire, mais je suis tenté de dire qu'il y a eu des complicités, certainement quelque part. Parce que si les gens sont venus déjà une fois, ils sont déjà venus faire ça une fois, et que malheureusement, on l'a dit, et qu'il n'y a pas de ces mesures qui ont été prises pour davantage sécuriser les cours et tribunaux, et qu'aujourd'hui on nous parle. Si par exemple les gens sont en train d'aller cambrioler le tribunal, en tout cas la cour d'appel de Cotonou, à côté pas de la présidence de la République, qu'en serait-il des autres tribunaux, pardon. Qu'en serait-il des autres tribunaux? Le tribunal de Calavi qui est un peu enclavé après l'hôpital de zone. Et derrière, il n'y a rien que de la broussaille, quelques maisons là. Donc ça veut dire que c'est possible. Quand vous prenez le tribunal d'Ayada, c'est quand même un peu loin de la ville-centre. Donc si les gens sont allés à Cotonou, à 2 pas de la présidence pour faire ça, et que les gens ne prennent pas de responsabilité, ça veut dire que tous et c'est ça justement, parce que ça devient une situation d'insécurité pour les magistrats.
Et que vous vous souvenez que dans ce pays, des magistrats ont été tués. Si les cambrioleurs peuvent venir passer du temps dans un tribunal pour fouiller des bureaux et partir, ça veut dire que les magistrats ne sont pas en sécurité. Il va falloir renforcer la sécurité au niveau de nos cours aux tribunaux. Autrement, on serait là pour dire que tel magistrat a été assassiné aussi. Qu'il vous souvienne de cette dame qui a été tuée au tribunal d'Alada. Donc, autant de choses. Moi, j'estime que soit ceux qui assurent la sécurité ont failli, il faut les interpeller, ou soit alors, ils n'ont qu'à chercher des complicités en leur sein. Très bien. Je partage la même indignation que Roland, mais il y a trois choses que je veux relever. La première, il a parlé du tribunal qui est à côté de la présidence. Et ce tribunal, en dehors des tribunaux qui sont éparpillés sur tout le territoire national, me semble-t-il, est le plus sécurisé, on va dire. Oui. Parce que c'est à quelques encablures de la présidence de la République. Et non seulement ça, en journée, sur les artères, enfin les axes routiers qui sont autour de ce tribunal, il y a les policiers, comme tout souvent avec leur radar, qui interpellent les usagers. Et donc, troisième chose, c'est que ça montre qu'il y a de complicité. Osons dire les choses. Ouais. Qu'il y a de complicité. Quand on parle de énième fois, ça fait plus de deux fois. Donc, il y a de complicité. Et donc, si le président de la Cour d'appel en arrive à trouver que cette situation est une situation préoccupante, c'est qu'il n'est pas en sécurité. Et Roland l'a dit tout à l'heure, ça veut dire que les magistrats ne sont pas en sécurité. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut amener des détenus devant le tribunal et ces détenus peuvent fuir parce que le tribunal n'est pas sécurisé. Et donc, je pense que c'est le moment de se poser les vraies questions et de trouver les bonnes réponses. Qu'est-ce qu'on fait pour renforcer la sécurité au sein de ce tribunal? Parce que ça fait la énième fois. Donc, ça veut dire que demain, on ne souhaite pas. Il peut y avoir un autre acte de cambriolage. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut véritablement que le tribunal soit sécurisé. Sinon, on va amener des détenus qui vont fuir alors que personne ne peut rien faire. Mais l'autre chose qui me paraît un peu bizarre, on nous dit qu'il y a un détachement de militaires qui sont là de nuit comme de jour. Mais pourtant, il y a eu de cambriolage. Donc, c'est ça qui conforte la thèse de la complicité parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait un détachement de militaires dans un endroit et que l'endroit ne soit pas sécurisé. Donc, je pense que c'est quand même... C'est fou, en fait. C'est fou, on va dire ça comme ça. Et donc, je pense qu'il faut véritablement que... à côté de la présidence, un tribunal qui est à côté de la présidence. Donc, ça veut dire qu'on veut nous dire qu'on peut cambrioler également la présidence. Si déjà, un endroit qui est juste à côté, qui est juste, on va dire comme ça, la présidence n'est pas en sécurité. Les militaires qui sont à la présidence, en réalité, on regarde tout ce qui se passe autour de la présidence. Laurent, est-ce que cela ne pose pas un problème du nombre de militaires déployés au tribunal? Ça veut dire qu'il faut sécuriser tout le tribunal et non déposer 3 à 4 militaires à l'entrée. Généralement, où est-ce que les militaires restent? C'est à l'entrée. Et ils font la ronde, mais après, peut-être plus tard dans la nuit, ce qui se passe, ils n'ont pas l'œil dessus. Les militaires qui sont au niveau de la présidence, on regarde sur tout ce qui se passe autour de la présidence. Je travaille comme secret en disant que tout est suivi de façon millimétrée. Ça veut dire qu'on peut aussi voir de la présidence des mouvements. En fait, ce qu'on dit maintenant, c'est assez préoccupant. Il parle de fuite des détenus. Mais je pense qu'on amène des détenus devant le tribunal qui vont fuir. Non, moi je vois mieux. Je vois pire, pardon. Que les gens fassent irruption dans une salle d'audience pour attaquer un magistrat. C'est possible. Et qu'on va chercher les voleurs dans les tribunaux. Est-ce que c'est les dossiers qu'ils recherchent? Est-ce que c'est de l'argent? Justement, vous savez, c'est pourquoi il parle de complicité. Et je crois que Sergino a raison de le confirmer. Quand on parle de complicité, parce qu'il y a quelque chose qui dérange quelqu'un. Exactement. Un dossier qui dérange quelqu'un. Et aussi longtemps qu'on aura réussi à sortir ce dossier-là, enlever ce dossier-là, c'est qu'on n'aura plus de traces. Donc, quelque part, c'est peut-être des complicités qui ont abouti à ça. Parce que si les gens vont là-bas chaque fois pour fouiller les dossiers, et que fouiller les bureaux, et c'est la même chose qu'ils ont faite maintenant, ça veut dire que quelque part, ces personnes recherchent quelque chose. Et que le président de la Cour d'appel nous dise clairement les dossiers qui sont perdus. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont en prison peut-être depuis des années, ou bien qu'on a envie de maîtriser quelqu'un, d'abandonner quelqu'un en prison, il faut s'arranger pour aller prendre son dossier peut-être dans les bureaux. Et le dossier n'existe plus. Vous vous rappelez ce monsieur qui a fait son témoignage après avoir quitté la prison après, avec l'aide du professeur Joël Ivo, qui dit il a fait la prison, il devait faire à plus 3 ans. Mais à un moment donné, il ne retrouvait plus ce dossier. Au point où il a fait 23 ans en prison.
Donc, quand on parle de complicité, c'est tellement que ça profite à quelqu'un, certainement. Et donc, c'est leur boulot. Le président de la Cour d'appel, il est magistrat. C'est leur boulot, il doit pouvoir faire les enquêtes. Et nous dit clairement. Je pense que c'est un type nouveau de voleurs. Parce qu'on dit que le voleur est allé fouiller les bureaux. Le voleur n'est pas allé chercher les meubles dans ses bureaux. Il est allé fouiller les bureaux pour pouvoir retirer des dossiers. Donc, on a affaire à un voleur de type nouveau, un voleur qui est certainement qui a envie d'aller retirer des dossiers dans des bureaux de données. Et donc, ça fait plusieurs fois qu'on a assisté à cette situation. C'est pourquoi ça a interpellé le président de la Cour d'appel qui a dit que c'est une situation préoccupante et qu'on ne comprend pas pourquoi les gens viennent souvent et c'est pour fouiller les bureaux. Donc, je pense qu'il faut vraiment situer les responsabilités, renforcer la sécurité au niveau de ces bureaux parce que je ne travaille aucun secret en disant il peut arriver qu'un magistrat puisse rester tard dans la nuit pour travailler. Et si le voleur tombait sur ce magistrat, il va le tuer. Il peut tirer sur le magistrat. Donc, je pense qu'au-delà de cette indignation, c'est vrai, on doit s'indigner. C'est vrai que nos journalistes, on doit porter nos regards sur les petits et grands faits qui font dans notre société. Mais au-delà de cette indignation, je pense que les gouvernements doivent s'engager pour assurer plus encore la sécurité de cette maison, de ce tribunal qui reçoit un afflux important de personnes. Quand vous allez à par ailleurs, quand vous allez devant le tribunal de Cotonou, il y a un monde fou actuellement, à l'heure où nous parlons. Donc je pense qu'il faut renforcer la sécurité des personnes et des biens. Renforcer la sécurité des magistrats. Des magistrats également, parce que les magistrats, quoi qu'on dise, ils sont nombreux maintenant. Oui, ils sont nombreux et les décisions qu'ils rendent ne sont pas du genre à arranger tout le monde. Parfois, le juge rend une décision qui ne vous arrange pas. Et on a envie enfin, il y a des détenus qui ont confié que après leur décision, ils avaient eu envie d'étrangler le magistrat. Donc je pense que c'est plus que jamais le moment de renforcer la sécurité des magistrats, la sécurité de ce tribunal de Cotonou et partant de Cotonou. Et pourquoi pas les autres tribunaux De toute façon, si les tribunaux sont en insécurité, c'est que les citoyens musulmans ne sont pas en sécurité. Écoutez, et là où la chose se passe, c'est à côté de la présidence. Il y a des institutions qui ne sont pas loin. Donc, je pense que c'est le moment également de rappeler à nos dirigeants de renforcer plus la sécurité dans cette zone-là où il y a la présidence. Je pense que là où se trouve une présidence, normalement, même à 50 km à la ronde, on doit même plus de 50 km à la ronde, on doit assurer la sécurité. 50 km, c'est beaucoup. Hein? Non, c'est une façon de parler. Le tribunal est à juste à quelques mètres de la présidence. Donc, je pense qu'il faut vraiment renforcer. On doit pouvoir voir des mouvements à l'intérieur, comme l'a dit Laurent, voir des détecteurs d'ombre et tout ça. Essayer de retrouver ces voleurs-là. Il faut que les magistrats. Normalement, le tribunal est doté de caméras et ça doit être doté de sirènes en réalité. Donc, au point où quand vous défoncez une porte, ça doit commencer à automatiquement. On va parler d'un autre sujet, Laurent, Sergino Lokossou. On va parler maintenant de ce sujet qui concerne donc le journal Le Canard du Nord. Oui, un jeune qui suscite la candidature, un jeune acteur politique de Parakou devant la Criette parce qu'il aurait suscité la candidature d'un ministre, on peut appeler son nom, hein, on a vu passer hier. Oui. Donc le ministre Wadayi, Romiad. Et puis, je pense quand même que c'était bizarre pour Laurent que l'on suscite la candidature, qu'on se retrouve devant le tribunal. C'est nouveau, ça. Je dirais exactement ce que j'ai dit hier en lisant cette information. Il faut qu'on cesse de taper dans le feuillage alors qu'on voit clairement le serpent. Qu'est-ce que ça dit? Comme on dit en fond, dans la I, à ma gourmet. Au fond, les gens suscitent candidature depuis des mois. Et puis, quand on dit qu'un jeune a suscité, qu'on le présente à la Criette, alors qu'on sait ceux qui sont les financiers des susciteurs de candidature, je crois que nous sommes... Bon, le même financier ne peut pas susciter la candidature de deux candidatures. Attendez. Pourquoi on n'a pas interpellé les autres qui ont suscité candidature depuis? Moi, je pense que c'est de la diversion. Quelqu'un qui a suscité candidature. Si quelqu'un, les gens disent, on souhaite... Le ministre Wadayi est clair, Laurent. Il n'est pas d'accord qu'on le mette dans ces jeux de candidature ou de susciter candidature. On a besoin d'interpeller quelqu'un comme ça au point de l'amener devant la Criette et on parle de harcèlement par voie électronique. Vous pensez que c'est sérieux, ça?
vous dites non, vous continuez votre chemin, il n'y a pas de problème. Mais quand on interpelle... Ils ont continué par susciter sa candidature alors qu'il a dit non. Maintenant, ils ont écrit... Parce que le gars est poursuivi pourquoi? Harcèlement par voie électronique. Vous avez vu lu l'article? Oui, j'ai lu. Sauf erreur de ma part, on a mis harcèlement par voie électronique. Et je crois qu'à un moment donné, c'est de la diversion pure et simple. Laissez le gars, si le gars suscite votre candidature, vous n'êtes pas d'accord, continuez. Parce que nous savons que les gens ont suscité candidature. Quand même, dans ce pays, on fait plus que ça. Et d'ailleurs, les gens continuent de susciter candidature de telle ou telle personne. Si en réalité, on ne veut pas que certaines personnes soient candidats et qu'on veut les décourager, il faut en refuser plutôt que... Et qu'on préfère que c'est tel nom qui circule abondamment pour que les Béninois puissent s'habituer à ce nom. Il faut qu'on nous le dise. Parce que quand même, par exemple, quand on parle de situation de candidature, au point où un ministre en arrive à démissionner pour ça, alors qu'en réalité, en leur sein, ils savent qui finance quoi et qui fait quoi pour cette situation de candidature. Qu'on ne trompe pas, c'est du trompe-l'œil. Sergino Lokossou, quand même, le ministre Wada, il est clair, il ne veut pas qu'on le mêle de ces suscitations de candidature. Il a eu à dire de le laisser se concentrer sur les problèmes des Béninois et de régler les problèmes qui sont là et qui font souffrir les Béninois que de le distraire. Est-ce qu'il n'a pas raison? Il est allé même loin en disant qu'il préfère faire l'acte, la fonction qu'il occupe, l'acte noble que le chef de l'État est en train de mener. Il préfère continuer avec le chef de l'État que de laisser libre cours à une suscitation de sa candidature pour la présidentielle de 2026. Je pense que pour un acteur politique, pour un ministre en exercice qui a refusé, qui ne souhaite pas qu'on suscite sa candidature, si quelqu'un le fait, c'est qu'il est en mesure d'interpeller cette personne. Maintenant, jusqu'à conduire l'individu à la criette, je comprends l'indignation de Roland. C'est vrai que dans la même mouvance présidentielle, on nous dit qu'il y a un personnage très proche ou trop proche du chef de l'État, je vais nommer Olivier Bokor, dont la candidature est suscitée. C'est vrai que lui-même, personnellement, n'a rien dit, qu'il ne dit rien consent, puisque la suscitation de candidature continue tous les jours que Dieu fait, toutes les semaines. Non, écoutez, oui, lui, il a dit quelque chose maintenant. J'en viens. On conçoit mal que dans la même mouvance présidentielle, qu'il y ait quelqu'un dont la candidature est suscitée et qui n'a rien dit, qui consent, qui n'a jamais refusé qu'on suscite sa candidature. Je comprends que le ministre Wadaï a refusé cette suscitation de candidature. Si un individu le fait, et on dit harcèlement par voie électronique, qu'est-ce que l'individu fait? Est-ce que l'individu, au-delà de suscitation de candidature, n'est-il pas en train d'écrire au ministre pour demander de l'argent? On ne sait pas. Et donc, c'est pourquoi je prends des gants. Et le gars dit, en fait, je précise que le jeune a dit qu'il a relayé juste une image qu'il a retrouvée aussi. Ok, donc il a relayé une image qu'on lui a envoyée. Et le code du numérique. Il a envoyé ça au ministre. Il a partagé. Le code du numérique est clair. Quand vous recevez une image, il faut savoir il faut vérifier d'abord la source de cette image avant de publier. Parce que je n'ai pas les outils pour vérifier. Non, écoutez, le fait de partager une image ou une information suffit pour qu'on vous arrête. Quand vous lisez le code du numérique, c'est clair. C'est écrit clair, net dedans. Et donc, ce que moi je dis par rapport à cette suscitation, je comprends, mais conduire quelqu'un, pas devant un tribunal ordinaire, mais devant la criette, ça montre que c'est sérieux à mon avis. Et je pense que le ministre qui a refusé, il y a d'autres dont la candidature est suscitée, ceux-là qui n'ont pas refusé. Je pense qu'on peut, ceux qui ont envie de susciter la candidature peuvent rallier la batte de ceux-là. Et donc, le problème ne s'oppose pas. Donc, ce que moi je dis, c'est qu'on est tous dans, on va dire ça comme ça, on ne respecte pas la loi, on va dire ça comme ça, parce que la suscitation de candidature avant les élections, je pense que ce n'est pas prévu dans les mécanismes en place. Et mieux, ça constitue à fragiliser les partis politiques existants. Il faut avoir le courage de le dire. Et donc, moi, je pense qu'au-delà de cette suscitation, si on arrête quelqu'un pour le fait qu'il ait suscité la candidature, je pense qu'on peut également arrêter ces suscitations de candidature qui viennent d'un peu partout, alors que ce n'est pas prévu par il faut éviter les erreurs politiques qui peuvent vous rattraper plus tard. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, peut-être pour continuer à plaire à Patrice Talon, parce qu'il ne veut pas se faire, en tout cas, réprimander par Patrice Talon. Pour éjecter de la BAC. Et dit que, bon, écoutez, il n'est pas d'accord avec ça. Mais quand j'ai lu l'article, c'est que le jeune aurait partagé une image. Et l'image qu'il a partagée, c'est une image de situation canadienne. Ce n'est pas une image de dénigrement. D'accord? Mais quand Wadaï interprète quelqu'un comme ça, et qu'on l'envoie, c'est vrai qu'à la création, il est sans mandat de dépôt. Mais quand on interprète quelqu'un comme ça, écoutez, et si demain,
il avait véritablement envie d'être candidat. Ou bien même que les instances de son parti décidaient de le faire candidat. Vous imaginez ce que ça peut créer? Parce que, juste parce que quelqu'un a suscité ta candidature, vous l'interpellez devant la criette. Et donc, le peuple béninois suit. Oui, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour susciter ça. Non, mais le bon moment viendra. Non, mais les gens vous rappelleront ça. Les gens vous rappelleront ça. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a toutes les images. Le ministre a été clair, ce n'est pas le bon moment pour susciter sa candidature. C'est pas le bon moment. Et non seulement ça, c'est vrai, c'est connu de tout le monde. Les gaffes ou les erreurs en politique, ça vous suit comme le plus au sérieux d'un chien. C'est vrai qu'il a peur d'être réprimandé par son chef? Non, on ne dira pas qu'il a peur. Peut-être qu'il n'est pas prêt. On va dire ça comme ça. On ne va pas parler. On ne va pas voir la chose sous l'angle de la peur. Qui a jamais peur d'être chef? Non, il a été clair. Il a dit qu'il veut se concentrer sur les préoccupations des Béninois. Je suis sur le fait qu'il a peur d'être réprimandé par son chef. Il a peur d'être réprimandé par son chef. Si tant est qu'on dit que quelqu'un qui serait déclaré sur la candidature d'un potentiel candidat a été réprimandé par le chef, cela suppose que le ministre des Finances, mais qui n'a pas voulu, qui a peur d'être chef. Laurent, s'il a dit dans son destin qu'il sera président, même si on ne suscite pas sa candidature, il le saura. Et voilà, et nous allons donc finir, Laurent Roland-Tonné-Ikes, Sergino Lokossou, par un dernier sujet, oui, cette remobilisation de militants dont parle le matinal 2026 agite le landerneau politique, mais à côté, Laurent Roland-Tonné-Ikes, on nous parle de Tchabi Yahi. Oui, j'ai vu le Canard du Nord qui a écrit que Tchabi Yahi est un, je sais pas, je me rappelle. Canard du Nord, oui, dit que vie des partis politiques, Tchabi Yahi, c'est un pion. Oui, c'est pour un pion sûr du parti, les démocrates. L'autre pion sûr. Non, je sais que Tchabi Yahi a eu à un moment donné un parcours en politique, qui vous souvenez qu'en 2015, il était candidat. Et Boni Yahi avait souhaité qu'il soit tête de liste. Et à l'époque, Marcel Alain de Souza, paix à son âme, s'était imposé au sein de la formation FCB pour dire que c'est lui qui soit tête de liste. Et que vous vous souvenez qu'à l'époque, le parti et Tchabi était deuxième sur la liste. Les jeunes, puisque Tchabi Yahi avait eu à faire beaucoup d'actions sociales dans Cotonou, il a assisté beaucoup de jeunes à l'époque. Et les jeunes ont voté, mais malheureusement, le parti FCB avait eu un seul député dans la 16e. Et donc, c'est Marcel Alain de Souza qui avait été élu. Et donc, Tchabi n'avait pas été élu. Mais toujours est-il que, oui, à un moment donné, après 2015, 2019, on ne l'a pas vu. En 2023 également, on n'a pas vu. Peut-être que beaucoup s'attendaient à ce qu'il soit positionné à Cotonou. À Cotonou, oui. Bon, il n'a pas été positionné, mais est-ce qu'en 2026, il sera véritablement positionné? Mais il n'est pas influent dans le parti, on ne le sent pas. Je ne sais pas si je me trompe. Non, vous savez, il aura peut-être l'avantage de son père. Comme les Soglo. Comme son père est président d'honneur du Parti des démocrates. Et l'un des bras financiers du parti, c'est son père. Et donc, Tchabi Yahi, dans la balance, son père peut peser pour dire, bon, maintenant, était mon fils. Dans une certaine mesure, c'est possible. Et c'est peut-être nous qui ne savons pas si c'est mouille le maillot. Selon certaines indiscrétions, il est bien là, il ne vient pas, vous savez qu'il n'est plus au Bénin à 100%. J'ai pu lire il y a quelques jours quelqu'un qui dit que de ne pas oublier la piste, je crois que c'est Benoît Libéré qui a écrit ça il y a quelques jours, de ne pas aussi oublier la piste Nasser Yahi, qui est assez discret, qui avait géré les investissements sous son père à la présidence de la République, qui est enseignant aux États-Unis, qui a dû rejoindre les États-Unis, qui est assez silencieux. Nasser Yahi. Qui est différent de... Oui, c'est le grand frère de Tchabi Yahi. Assez efficace, ça il faut l'avouer, je crois que même les gens qui sont là peuvent reconnaître l'efficacité de Nasser Yahi, assez efficace mais assez discret. Et donc aujourd'hui, quand on voit un peu la situation, est-ce que Tchabi Yahi sera positionné en 2026? Wait and see. Mais toujours est-il qu'il se peut qu'il soit positionné. Très bien. Pour finir, je pense qu'on ne va pas forcément fixer le débat sur Tchabi Yahi, mais Tchabi Yahi, je veux faire le parallèle entre les Soglo. Il peut bénéficier, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, de l'aura de son père. Et au-delà de l'aura de son père, il va falloir que les fils de Boni Yahi, s'ils veulent véritablement rentrer en politique, qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent aller au-devant de la scène, ne pas forcément rester dans l'ombre pour travailler, aller au-devant de la scène. L'autre chose que je m'en vais dire, c'est qu'au sein du Parti des démocrates, est-ce que les fils de Boni Yahi font l'unanimité? Est-ce que le fait de mettre les fils de Boni Yahi sur la liste font l'unanimité? Parce que on reçoit déjà de ces informations qui montrent que
ça n'est pas forcément la lune de miel au sein du parti. C'est la lune de fiel du parti Les Démocrates pour les positionnements de Boni Yayi. Des fils de Boni Yayi, ils vont peut-être souffrir du même mal que les fils de Soglo. Le père a été président, on est en train de pousser les fils également à aller au-devant de la scène. Je pense que c'est à eux de travailler véritablement pour montrer qui sont des acteurs politiques qui ne bénéficient certes de l'odorat de leur père, ancien président. Quoi qu'on dise, Boni Yayi, à son mot, a dit, lui qui saute sur toutes les occasions pour montrer, pour grimper dans l'estime du peuple. Est-il en train de travailler pour ses enfants? On ne sait pas. Est-il en train de travailler pour les démocrates? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, Boni Yayi bouge beaucoup. Et quand il y a une actualité phare, il saute là-dessus. Il va montrer aux populations qu'il est là, qu'il est le Père Noël, qu'il est le Père qui assiste, qu'il est celui qui sait être chanteur quand il le faut, il sait être pasteur quand il le faut, il sait être footballeur quand il le faut, dribbleur, boxeur également boxeur. Quand il le faut. Et donc je pense qu'au-delà de tout, c'est que les fils puissent véritablement travailler, s'engager en politique si on veut être des acteurs politiques. Parce qu'on a toujours reproché, le peuple a toujours reproché ces enjeux des gens qui viennent comme bombardent et qui on les met en tête de liste et qui finalement deviennent des députés. Qui, alors que d'autres ont mouillé le maillot. Alors que d'autres ont mouillé le maillot. Ouais. Et je pense que la mouvance présidentielle souffre de ce mal-là. Il y a des gens... Ça crée beaucoup de frustration. Il y a des frustrations. Je ne vais pas évoquer de cas. Non, on ne va pas évoquer de cas. Avec celui que vous savez. Tchabi Yayi aujourd'hui, s'il doit avoir un résultat en 2026, il va falloir qu'il revoie aussi son entourage. Parce que le problème de Tchabi Yayi en 2015, entre 2011 et 2015, c'est qu'il s'est fait entourer de certains jeunes qui l'ont induit beaucoup en erreur. Et ça, je sais de quoi je parle. Et je crois que lui-même le dit. Parce qu'après, il s'est rendu compte que finalement, après 2016, que oui, les jeunes l'avaient beaucoup induit en erreur. Je ne vais pas citer de nom. Il y a quelqu'un qui finalement a rejoint la France et qui n'a pas eu de gênage à abandonner Boni Yayi pour aller vers Sébastien Djavon. Je suivais mon regard. Donc, ces jeunes, à un moment donné, et je sais comment ces jeunes fonctionnaient autour de lui, et qu'ils l'ont pris en otage, qu'il avait pris en otage. Donc aujourd'hui, s'il doit revenir sur la scène politique, il doit pouvoir maintenant se reconstruire autrement et essayer d'éliminer autour de lui toutes ces personnes qui sont en griffe des virus et qui l'ont induit beaucoup en erreur. D'accord. Merci à vous, c'est Lino Lokosso. Merci Laurent Roland.